Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une vue d'ensemble du contenu de ma formation Libération émotionnelle. Pour ceux qui veulent en savoir plus, avant de sauter le pas. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je considère que le sujet de cette formation, il concerne vraiment tout le monde. Pas juste les personnes qui ont manifestement des problèmes avec leurs émotions. Ce qui est pourquoi j'en ai fait ma première formation, sans hésitation. Le contenu de cette formation, c'est vraiment des trucs essentiels à intégrer pour le reste de la vie, si vous voulez à la fois devenir la meilleure version de vous-même, avoir une meilleure vie, avoir une vie plus facile, etc. La relation qu'on a avec nos émotions, c'est quelque chose de fondationnel, qui a des répercussions sous-estimées sur toutes les dimensions de notre vie. Bien souvent, la cause racine de nos résultats, ou de nos manques de résultats, c'est la relation qu'on a avec nos émotions. Quand on transforme la relation qu'on a avec nos émotions, on se transforme soi-même, et indirectement, on transforme sa vie. Donc c'est un très bon investissement à long terme de développer une relation saine avec nos émotions, et d'être vraiment au point à ce niveau. Que ce soit pour traiter nos bagages émotionnels du passé, ou pour nous éviter des perturbations inutiles dans le futur. La formation contient une quinzaine de vidéos, chacune accompagnée de la version texte de la vidéo, pour ceux qui préfèrent le texte. Je dis une quinzaine car je me réserve la possibilité d'ajouter de nouvelles vidéos à la formation ultérieurement, pour approfondir certains points. Ces vidéos seront bien sûr offertes gratuitement à ceux qui ont déjà acheté la formation. Enfin, ce qui est certain, c'est qu'il y a au moins 15 vidéos qui sont déjà actées. Sachant qu'actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, il y en a 12 de publiées et que 3 autres sortiront dans les semaines à venir. D'ailleurs, la formation sera encore à prix réduit, au prix de lancement, pendant quelques temps, jusqu'à la sortie de la 15e vidéo. Après, je considère que ce n'est plus la fenêtre de lancement, et donc la réduction disparaîtra. Bref, en plus des vidéos, la formation vous donne accès à une application de libération émotionnelle guidée, à utiliser sur votre téléphone ou votre ordinateur. Cette application permet de pratiquer des séances de méditation guidée spécialisées pour la libération et la reprogrammation émotionnelle, dans lesquelles ma voix vous guide dans un processus. Il y a une version pour le matin au réveil et une version pour le soir avant de se coucher. Au niveau du contenu des vidéos de cette formation, il y a 3 grands axes. Le premier grand axe concerne le travail de libération des charges émotionnelles, à savoir ce que j'appelle le travail primitif, du travail sur les couches du bas. Le second grand axe concerne le travail de réévaluation narrative, à savoir du travail sur les couches du haut. Et enfin, le troisième grand axe concerne en gros le travail externe, pour ne pas juste se contenter du travail interne. Ce qui nous fait en gros, pour récapituler, axe 1, travail interne primitif, axe 2, travail interne narratif, axe 3, travail externe. Dans les premières vidéos de l'axe 1, je vous explique d'abord comment et pourquoi se déclenchent les charges émotionnelles, et notamment les charges émotionnelles négatives. Je vous explique également comment ces charges peuvent créer des traumas durables et des mauvais conditionnements durables. Je vous explique en quoi nos émotions ont une influence dans tous les aspects de notre vie. Ensuite, je vous explique les 3 mauvaises stratégies qu'on a tendance à employer pour gérer la présence de ces charges émotionnelles négatives. Et pourquoi elles sont mauvaises, ces stratégies? En gros, ce sont les 3 grosses erreurs de gestion émotionnelle communes, celles que l'on fait tous par défaut, mais que l'on doit absolument éviter pour s'en sortir et pour évoluer. Car tant qu'on utilise ces 3 stratégies, on est bloqué. Et notre maturation également est bloquée. Ensuite, toujours dans cette partie 1, je vous explique la stratégie contre-intuitive qu'on doit utiliser vis-à-vis des charges émotionnelles pour retrouver un bon équilibre. Et pourquoi cette stratégie fonctionne? Quelle est la logique derrière son efficacité? Sans bullshit psychanalytique freudien et consorts bien sûr. C'est à partir de là que l'application de libération émotionnelle guidée entre en jeu. Ensuite, je vous explique un exercice pour réveiller et traiter les charges émotionnelles du passé qui sont enfouies dans votre subconscient, pour réveiller les traumas émotionnels. Pareil, si vous ne traitez pas ce genre de choses, déjà, ça va vous retomber dessus de manière très visible un jour ou l'autre, mais surtout, ça va continuer à vous influencer sans que vous vous en rendiez compte. Et par trauma émotionnel, je ne fais pas référence à des événements objectivement traumatisants qui vous sont arrivés, mais à des événements qui ont été subjectivement traités comme tels
par votre cerveau. Des événements qui ont déclenché une réaction très intense en vous. Des événements qui ont chamboulé votre monde intérieur. Le trauma émotionnel résidant davantage dans la façon d'interpréter et d'internaliser un événement que dans l'événement lui-même. En fait, justement, j'explique dans la formation que les traumas émotionnels sont rarement liés à des événements qui méritent objectivement le déclenchement de ce genre de réaction intense de la part de notre cerveau. C'est souvent complètement disproportionné, stupide et irrationnel. Surtout quand on est enfant. Notre cerveau par défaut n'arrive pas du tout à être objectif dans le déclenchement des charges émotionnelles. Mais, mérité ou pas mérité, cela laisse une trace subconsciente qui nous affecte dans le présent. Après, la bonne nouvelle, c'est que c'est justement parce que les traumas émotionnels sont rarement justifiés que l'on peut se débarrasser de leur influence. Ensuite, je vous explique ce que j'appelle le cycle de la libération émotionnelle, qui se joue entre le travail d'exploration mentale et le travail de libération émotionnelle de ce qui est remonté à cause de l'exploration mentale. Ensuite, je vous explique un gros piège à éviter vis-à-vis de la stratégie de gestion émotionnelle que je vous enseigne. Notre ego peut facilement la confondre avec autre chose. Ce qui peut à la fois nous empêcher de nous engager dans cette stratégie, ou alors nous faire croire qu'on utilise la bonne stratégie alors que pas du tout. Enfin, pour terminer l'axe 1, je vous explique ce que j'appelle le besoin d'expression des énergies internes. Pour vous faire comprendre pourquoi vous avez tout intérêt à libérer vos énergies négatives internes pour ne pas qu'elles s'expriment ailleurs. Parce que les énergies internes trouvent toujours un moyen de s'exprimer. Elles forment une pression interne qui cherche à sortir. Et souvent, quand on laisse faire, eh bien, ça sort de manière détournée. Ça pollue notre vie et notre perception. Et à partir de là, on passe à l'axe 2, qui est davantage axé sur le travail de révélation narrative, en opposition à l'axe 1, qui était sur le travail de libération des charges émotionnelles. Pour la faire très simple, les charges émotionnelles, c'est ce qui est primitif, c'est ce qui est en dessous, c'est le bas niveau. C'est relatif à tout ce qu'on ressent, tout ce qui est corporel. Alors que la narration, c'est ce qui est au-dessus, c'est le haut niveau. C'est relatif à tout ce qu'on se raconte, tout ce qui est lié à la pensée et au langage. Il y a évidemment des interactions entre les deux, mais le bas niveau est ici beaucoup plus influent et important. Parce qu'il est fondamental. Les animaux, par exemple, ils sont concernés par les charges émotionnelles, mais ils n'ont pas toute cette couche narrative par-dessus que nous on a. Ce qui illustre bien, quelque part, que cette dimension narrative qu'on a, nous les êtres humains, qui est greffée par-dessus les émotions primitives, elle a moins d'influence et moins d'importance. Et pourtant, quand on veut résoudre nos problèmes émotionnels et évoluer, on a tendance à se focaliser exclusivement sur cette couche narrative, ce qui est une grosse erreur. Bref, dans l'axe 2, je commence justement par vous expliquer que l'approche narrative, elle n'est pas du tout suffisante. Mais cela dit, c'est très bénéfique, en plus d'un travail de libération des charges émotionnelles, de faire un travail de révélation narrative, de changer la narration associée aux déstabilisations et traumas émotionnels, de manière parallèle, ou tout du moins dans un second temps. Mais encore une fois, tout seul, le travail narratif n'est pas suffisant. Donc typiquement, si tu vas voir un psy et que tu parles de ta vie, de tes problèmes, etc., c'est ce que j'appelle une approche narrative. Et tout seul, c'est vraiment pas terrible, pour dire les choses gentiment. Ensuite, je vous explique que le problème majeur avec la narration, c'est justement qu'on est trop dans une démarche de consultation psychologique, c'est-à-dire une démarche individuelle et personnelle. Quand tu vas chez un psy, tu es à 100% focalisé sur ton cas personnel, centré sur toi. Et en fait, bien souvent, cette focalisation sur soi, cette myopie, c'est tout le problème, ou tout du moins une grosse partie du problème. Étant donné la nature de notre ego, on est très très loin d'avoir besoin de se focaliser sur la narration personnelle. Au contraire, on a davantage besoin de se décentrer et de mettre en place une narration impersonnelle, ou ce que j'appelle dans la formation une méta-narration. Autrement dit, de réaliser que nos problèmes personnels n'ont en général pas grand-chose de personnel justement,
qui ne sont pas si spéciaux que ça. Et de leur enlever cette spécialité, ça permet d'enlever une bonne partie de leur influence. Du coup, dans la vidéo de cet axe 2, je vous explique également pourquoi la fameuse pensée positive du développement personnel ne marche pas non plus quand elle est faite seule. Parce que la pensée, c'est le haut niveau. Et donc, ça n'adresse pas la source, ça n'adresse pas le bas niveau. Si tu essaies de te laver le cerveau pour percevoir du positif, dans un événement qui a installé en toi une charge négative, ça ne marchera pas. Au mieux, ça créera de la dissonance. C'est de la compensation. Pareil, si tu essaies de positiver et de changer de perspective sur ta situation pour voir le bon côté des choses, c'est ce qu'on appelle du forçage. Tant que tu ne traites pas la source, ça n'aura qu'un effet à la fois temporaire et inauthentique. C'est une béquille, quoi. Ensuite, toujours dans l'axe 2 sur la narration, je vous parle de ce que j'appelle le piège de la transformation de la démarche thérapeutique en paranoïa conspirationniste personnelle. Notre ego étant ce qu'il est, il peut très facilement transformer notre démarche thérapeutique et notre intérêt pour l'influence de nos émotions en une obsession toxique qui va à l'opposé de l'effet thérapeutique. Ce que j'appelle la paranoïa conspirationniste personnelle étant en gros quand on fait trop attention à l'influence de nos émotions et qu'on suspecte en permanence notre cerveau d'être en train de nous influencer négativement et de nous saboter. Qu'on suspecte en permanence que derrière tous nos petits problèmes et difficultés du quotidien se cachent les mêmes raisons internes, notamment vis-à-vis de nos traumas du passé. En gros, c'est quand on crée des monstres psychologiques imaginaires, des croque-mitaines. La frontière entre mettre de la lumière sur des problèmes émotionnels préexistants et créer des problèmes émotionnels imaginaires en s'imaginant mettre de la lumière sur des problèmes préexistants, elle est très fine cette frontière. Donc, dans la formation, je vous donne les clés pour entrer dans une démarche thérapeutique, tout en évitant ce vilain piège de l'obsession paranoïaque. Je révèle également, dans la même vidéo, les problèmes de beaucoup de démarches psychothérapeutiques classiques qui nourrissent ce piège. Parce que c'est lucratif pour les thérapeutes de faire croire aux gens que, derrière tous leurs petits problèmes, se cachent des problèmes internes à débusquer, déchiffrer et à travailler. Ça en fait des clients à long terme. Vous allez me dire, mais pourtant, c'est ce que tu fais toi en nous vendant cette formation. Eh bien non, pas du tout. Car il ne faut pas être dans le déni de nos problèmes émotionnels non plus. Il faut être dans la juste mesure. L'approche thérapeutique que j'enseigne, elle dégonfle le vide des raisons que notre cerveau est prompt à croire. Dans la lignée du principe que j'enseigne avec l'optimisme inébranlable. Alors que la mauvaise approche thérapeutique, elle gonfle le vide des raisons que notre cerveau est prompt à croire. Par exemple, dans les théories de la psychanalyse freudienne, on retrouve une implication de la relation avec le père, ou de la relation avec la mère, ou encore de quelque chose de sexuel, qui va expliquer les problèmes émotionnels. Ce genre de raison, ce genre de théorie, pour moi, c'est typiquement des théories conspirationnistes en fait. Du bullshit conspi qui vient impliquer des choses distantes et leur donner un rôle et une influence centrale sur notre vie, alors que ce n'est pas la réalité. Ça nous fait croire à des problèmes qui n'existent pas, mais qui expliquent tout. Et notre cerveau adore ce genre d'explication. Bien sûr, quand vous êtes dans une démarche psychothérapeutique plus moderne, ce n'est pas aussi loufoque que les délires freudiens. Mais la logique freudienne, c'est une exagération caricaturale d'une tendance générale en psychothérapie. Une tendance à trouver des raisons bidons et donner trop de crédit à ces raisons bidons. C'est souvent des raisonnements et des théories plus subtiles que les délires freudiens, mais du coup d'autant plus vicieux, car plus crédibles et plus acceptables. Bref, il y a vraiment beaucoup de nuances à apporter à ce niveau, notamment sur le concept de trauma émotionnel et ce que ça veut dire en termes de thérapie. Et je vous développe ma position là-dessus dans cette partie de la formation. Et le fait que cela ne soit vraiment pas évident de comprendre la nuance de cet écueil entre le trop et le pas assez, c'est l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est super important pour n'importe qui de bien se former sur ce thème-là. C'est vraiment une compétence à développer. Et cet aspect-là illustre bien en quoi c'est une compétence. C'est un jeu d'équilibriste. Il faut arriver à déjouer l'autotromperie
qui nous fait ignorer nos problèmes émotionnels, tout en ne se bullshitant pas pour autant à croire à de faux problèmes ou à rentrer dans des logiques bidons, sachant que les deux tendances sont très glissantes pour notre cerveau. On a tendance à glisser dans l'un ou l'autre, et non à rester au milieu à la juste mesure. Il faut parvenir à s'intéresser à nos problèmes émotionnels, sans pour autant laisser cet intérêt nous faire croire à du bullshit. Et ça, je peux vous dire que la plupart des gens qui commencent à s'intéresser à leurs problèmes émotionnels, et qui ne sont pas avertis, ils se font avoir. Parce que, logiquement, l'engagement dans une idée a tendance à nous faire perdre en neutralité. On devient beaucoup plus susceptible et suggestible. Notre attention sélective et notre biais de confirmation nous font croire à des choses liées à ça. Mais en même temps, si on reste trop désengagé, on va bloquer le travail interne. Parce qu'on n'aura pas assez d'ouverture et de vulnérabilité. On va être dans le déni et la répression. Il faut forcément s'engager et se rendre vulnérable pour pouvoir faire le travail interne. Mais si on s'engage trop, on va être vulnérable au bullshit. Donc, c'est un équilibre délicat. Il faut apprendre à distinguer cette frontière entre d'une part, mettre de la lumière sur nos problèmes émotionnels préexistants, et d'autre part, créer des problèmes émotionnels imaginaires en s'imaginant mettre de la lumière sur nos problèmes préexistants. Et pour faire ça, il faut vraiment comprendre tous les enjeux. Mais l'avantage, c'est que si vous parvenez à faire ça, alors vous allez également bien affûter votre capacité de discernement. D'ailleurs, dans cette partie de la formation, je fais le lien avec l'esprit critique, le scepticisme, le doute, la prise de recul et compagnie. La clé étant ici de ne pas dénier, de ne pas rejeter, tout en ne se bullshitant pas pour autant. De prendre conscience, de mettre de l'attention là-dessus, sans injecter quelque chose en plus. Ce que très peu de personnes font. En général, soit les gens dénient et rejettent en bloc, soit ils injectent en masse. Bref, ensuite, on a une vidéo dédiée à la dissolution des insécurités. Les insécurités étant en réalité intimement liées aux problèmes et aux traumas émotionnels, comme je l'explique dans la formation. D'ailleurs, dans les deux cas, on retrouve ce côté stupide, irrationnel et disproportionné. Ce n'est pas par hasard. Enfin, pour terminer l'axe 2, il y a une grosse vidéo sur le bonheur. Qu'est-ce que c'est vraiment le bonheur ? L'idée de cette vidéo étant que le bonheur n'est pas une destination, c'est la base de départ. Mais en même temps, on est taillé pour s'éloigner de notre base de départ et la saboter. Et donc, quelque part, le bonheur est en fait une sorte de destination en retour. Bref, c'est un peu complexe, si vous voulez en savoir plus, c'est dans l'information. Du coup, on arrive à l'axe 3, dédié au travail externe, dans lequel je vous explique de ne pas tomber dans le piège de juste vous contenter du travail interne pour être suffisamment bien, pour vous débarrasser de l'anxiété, etc. Et donc vous détacher du monde externe, ne plus vous engager dans les accomplissements externes et consorts. Non, je prends le temps de vous expliquer en quoi le travail interne prend vraiment tout son sens quand il est mis en synergie avec du travail externe. Je vous explique également pourquoi votre bonheur sera fragile et limité si vous vous contentez juste du travail interne. Parce que, biologiquement, notre bonheur est fait pour s'ajuster vis-à-vis de notre relation avec le monde externe. Donc, de s'engager dans la voie du moine solitaire, en gros, c'est beaucoup plus difficile que de s'engager dans la voie de l'accomplissement classique, mais éclairé. Et par accomplissement classique, je fais référence au développement des projets, des relations, de la santé, des finances, etc. L'accomplissement classique éclairé, c'est ça, mais avec le bon état d'esprit intérieur. Je vous explique aussi qu'en fait, pour faire sérieusement le travail interne, vous êtes de toute façon obligé de vous engager avec le monde externe. Parce qu'il n'y a que comme ça que vos failles émotionnelles vont ressortir. Et donc, il n'y a que comme ça que vous aurez de la matière à travailler en interne. Si vous restez isolé, vous aurez peut-être l'illusion de faire du bon travail interne. Mais en fait, ça se trouve, vous ferez du surplace dans une zone de confort. Vous vous rendrez compte également, en combinant travail interne et externe, que vous pourrez prendre beaucoup plus d'initiatives et de risques avec le monde. Car vous aurez un filet de sauvetage pour rapidement évacuer les charges négatives
qui pourraient se déclencher. Le manque d'initiative et de prise de risque se résume souvent à une peur subconsciente d'être confronté à des charges émotionnelles négatives et ensuite d'être marqué durablement par ces traumas. Et par conséquent, à partir du moment où on sait que l'on peut évacuer rapidement ce genre de charges, on ne les craint plus. Car on peut repartir à zéro comme si ces traumas n'avaient jamais existé. C'est une sorte de hack, presque de la triche en fait, parce que les autres n'ont pas cette capacité de se remettre comme si de rien n'était. Pour eux, le risque reste un risque avec des conséquences durables, alors que pour vous, le risque n'est plus qu'une illusion temporaire. C'est comme si votre barre de vie dans un jeu vidéo en ligne pouvait remonter rapidement à 100% après avoir été bien entamé. Bref, dans cet axe 3, je vous explique d'ailleurs également toutes les répercussions externes de ce travail interne. Que ce soit sur l'ambition de réaliser des projets, sur la prise de risque, sur l'aisance, sur la relation avec les autres, sur votre corps, sur votre santé, sur votre tolérance et votre gestion du stress, etc. Ça va vraiment dans les deux sens. D'où le fait que je dis que le travail interne prend vraiment tout son sens quand il est mis en synergie avec du travail externe. Et aussi, je vous explique comment créer cette synergie entre le travail interne et le travail externe. Voilà, vous avez là une vue d'ensemble de tout le programme de la formation. Je vous rappelle encore une fois qu'elle est disponible avec une réduction de 50% pendant encore quelques semaines, jusqu'à ce que les dernières vidéos du programme soient toutes sorties. Sachant qu'actuellement, il y a déjà tout l'axe 1 et pratiquement tout l'axe 2 de déjà disponible. Et bien sûr, si vous achetez la formation maintenant, vous aurez accès à toutes les nouvelles vidéos quand elles sortiront dans les semaines qui viennent. Je vous en reparlerai ultérieurement, mais je pense également proposer des séances de coaching à prix réduit pour ceux qui ont acheté la formation mais qui sont intéressés par du coaching privé. Voilà, si vous êtes intéressé, les liens sont dans la description et le commentaire épinglé. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.